Et bonsoir tout le monde, comment ça pulse? Furiosa, Mad Max Saga, on revient du côté du Wasteland, on revient du côté de Mad Max, George Miller, Anya Taylor-Joy et non pas Charlize Theron, évidemment on y reviendra, Origin Story oblige, Chris Hemsworth, qu'est-ce que ça vaut? On va en parler évidemment ce soir. Qu'est-ce que ça vaut, Chris Hemsworth en antagoniste? C'est un peu la question qu'on se pose et c'est un peu la question à laquelle on va répondre avec des tas d'autres, puisque regardez-moi ça, messieurs, dames, on va parler de Mad Max Furiosa, ou plutôt de Furiosa Mad Max Saga, de George Miller, à ne pas confondre avec Frank. Frank, c'est Sin City. George Miller, avec dans les rôles principaux Anya Taylor-Joy, qui reprend le rôle de Charlize Theron du premier opus, enfin du premier opus, du dernier récent opus, évidemment, Mad Max, donc Fury Road, et Chris Hemsworth dans le rôle d'un antagoniste. Une des premières fois, moi, que j'ai l'occasion de le voir là-dedans, donc c'était sûrement intéressant, voilà, de pouvoir en discuter. Réalisé par George Miller. Fun fact, George Miller est aussi le réalisateur de Babe, un cochon devenu berger. Voilà, au cas où vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Qui n'est pas un mauvais film en soi, mais enfin, on peut rarement faire plus de salles, deux ambiances que Babe le coffre, et puis Mad Max Fury Road et la saga Mad Max et compagnie, tout ce qui suit et tout ce qui a précédé. Un film donc, que je suis allé voir en avant-première hier soir et qui ne m'a pas déçu, que j'ai bien aimé, qui a un fond, je trouve, irréprochable. Vraiment irréprochable, mais qui a quelques petits bémols sur la forme. C'est-à-dire que je le trouve moins inspiré, et essentiellement par l'utilisation des images de synthèse aussi, là où le premier avait énormément de cascades réelles, et c'est ça qui donnait le côté très grandiose, et même globalement un petit peu moins inspiré en termes de réalisation. Il y a toujours de très belles séquences, bien sûr, un peu moins inspiré par la réalisation et dans l'ensemble, et un petit point de détail sur un protagoniste que j'ai bien aimé, mais où je trouve que voilà, il y a une chute un peu trop légère malheureusement par rapport à l'ampleur qu'avait le personnage, et surtout j'ai trouvé l'acteur bien trop peu charismatique pour le rôle, j'y reviendrai. Sinon, pour le reste, hormis quelques longueurs, c'est un film que j'ai trouvé très intéressant, et évidemment, là encore une fois sur le fond, c'est peut-être pour moi l'un des meilleurs exemples de comment enrichir un univers, puisque l'enrichissement du Wasteland, la manière dont il va traiter justement ces terres désolées, l'après, enfin l'univers et puis ces régions globales de la saga Mad Max, etc. Il y a un savoir-faire, un enrichissement et surtout une origin story qui est extrêmement bien amenée de la part de George Miller, je trouve. Donc ça, je vais évidemment en parler. Au cas où vous ne le sauriez pas, même si le titre ça s'appelle Furiosa, donc a priori normalement même un enfant de 4 ans est censé se dire tiens ça me rappelle un truc, de quoi ça parle? Furiosa Mad Max Saga, c'est l'origin story de Furiosa. Passons sur les points positifs. Non, mais globalement, voilà, on la voit depuis qu'elle est enfant jusqu'à, je vais pas dire quasi les événements de Fury Road, puisque globalement, il y a quelques années, je pense encore un d'ellipse entre la fin de Furiosa et le début de Fury Road, mais jusqu'à le grand personnage de Furiosa tel qu'on le découvre dans Fury Road, et on va suivre un petit peu son son l'avènement de la haine, de la colère, de la vengeance, puisque c'est ce qui rime énormément le film, et on comprend d'autant plus la façon de penser de Furiosa dans Fury Road en ayant vu ce film-là, Furiosa, et tout ce qu'elle va vivre et endurer, hein, c'est quand même assez impressionnant. Et dans le chat, pour répondre à la question, oui, Chris Hemsworth, c'est très bon, ça on va évidemment en parler, mais je l'ai trouvé très très bon, c'est tout à fait furieux, mon saoul. Et voilà, on va commencer par les points positifs, le fond. Pour moi, c'est un exemple d'origin story réussi. Du début à la fin, on assiste à ce que je qualifierais le plus d'une histoire dans le plus beau sens du terme. Dans la manière dont on va développer le personnage, régulièrement sans dialogue en plus, puisque Anya Taylor-Joy a très peu de temps de parole. Il y a un truc d'ailleurs que je trouve assez intéressant, c'est que l'actrice qui joue Furiosa enfant ressemble énormément jeune à Anya Taylor-Joy, qui elle-même ressemble énormément à Charlize Theron un peu plus jeune. Tu vois déjà que le casting était génial là-dessus, parce qu'effectivement on n'a aucun mal à se mettre vraiment dans l'histoire et à comprendre cette idée. Je dis ça dans un monde où malheureusement aujourd'hui les recasts, les trucs, les machins, il y en a énormément et ça colle pas tout le temps. Là, gros respect vis-à-vis du casting, mais c'est un exemple d'origin story réussi.
les états d'âme, l'étape de la vengeance et toute cette histoire qui va graviter autour des Wastelands où vraiment on découvre toute l'ampleur de ce qu'a pu vivre justement Furiosa dans ces terres désolées, le changement radical d'attitude qu'elle va avoir, toute la colère, la difficulté du monde qui gravite autour d'elle, qu'on va voir par son prisme, est hyper intéressant. Et c'est vrai que ça se rapproche pour moi, dans le sens le plus noble du terme, de ce qui est, enfin, ce qui serait presque un conte un peu macabre. J'ai l'impression d'avoir vu ça comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais j'ai eu l'impression de voir voilà une espèce d'histoire macabre, sordide autour de la vengeance, avec énormément de thématiques importantes autour du personnage, et puis un film qui comment dire, qui s'embrique parfaitement dans le milieu. Vraiment, c'est un film qui réussit parfaitement à s'inclure dans voilà, cette mouture Mad Max depuis Fury Road. Que ce soit sur différentes références. Alors, il y a un plan en particulier qui fait une très très grosse référence à quelque chose d'emblématique dans la saga Mad Max. Je ne dirais pas, pour éviter les spoils, j'ai dit que je ne dirais rien. Je pense que tout le monde voit le plan dans lequel je parle du sommet d'une montagne. Hein. Mais ça reste une référence emblématique du genre. Énormément aussi de références à ce qu'il avait fait sur Fury Road, le retour de certains personnages, comme l'Immortan Joe par exemple, qui est là, hein, c'est pas un spoil, mais il est sur l'affiche. Les différentes villes, Petroville ou d'autres par exemple, voilà, qu'on va pouvoir voir ou revoir et qui sont des segments mythiques de ces Wastelands et des segments mythiques de cet univers. Il a une grande capacité, je trouve, George Miller, dans un film qui est long, qui a quelques longueurs par moment. C'est un film que j'ai trouvé un peu long, malgré tout. Je pense qu'il y a quelques petites phases, on y reviendra dans la partie réalisation, mais comme je le trouve un peu moins inspiré, quelques petites phases d'action ou autres qui sont un brin longues, et d'autres qui sont un brin trop contemplatives, mais on garde encore une fois cette structure visuelle, etc., qui est hyper intéressante au global. Et effectivement, il va prendre son temps de tout développer. Des choses et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pourtant la plupart des choses qu'on connaissait déjà. Les Warboys, les trucs comme ça, voilà, c'est plus ou moins des thématiques, des faits, des enjeux qu'on connaissait déjà. Mais par contre, il va encore plus se permettre de les développer, toujours par le prisme du regard de Furiosa. Et ça s'inclut hyper bien dans la narration de cette saga. Bon, Furiosa Mad Max Saga, le titre de toute façon est très bon parce que ça s'inclut parfaitement dans cet esprit saga tout en étant hyper respectueux du concept original et encore une fois en se permettant pas forcément énormément de nouveautés mais juste ce qu'il faut d'enrichissement d'univers, de décors, de costumes, de nouvelles villes, de la manière dont on voit que les personnages vont coexister les uns avec les autres pour qu'à un moment donné on se dise il y a un vrai travail profond derrière et il y a une véritable ampleur qui va largement plus loin que le simple film actionneur traditionnel, et c'est déjà ce qui faisait le charme de Fury Road. C'est des films qui sont quand même relativement barrés. Furiosa, je le trouve moins barré que Fury Road. Globalement, j'ai préféré Fury Road. Je le dis, hein, vous verrez après, notamment pour les parties, pour les axes où j'ai eu des petits bémols et des petits défauts au niveau du film, des petites critiques et des réserves à faire. J'ai préféré Fury Road, que je trouvais beaucoup plus grandiloquent, beaucoup plus sensationnel. Et puis, il y avait le côté aussi, c'est la première fois que je le vois, puis c'était, voilà, par exemple, et c'est une qualité comme un défaut, je trouve que l'impact musical dans Fury Road était beaucoup plus important que dans Furiosa. Furiosa, c'est même l'absence de son parfois qui est intéressant, notamment sur des séquences d'action ou autres, où tu as des absences musicales, où tu te demandes comment ça va démarrer, et finalement, il n'y en a pas. Donc, tu es beaucoup plus dans dans la narration, tu es beaucoup plus dans dans le film, dans ce qui se passe, dans le cœur de l'action, mais d'un autre côté, tu n'as plus ce génie grandiloquent de la musique comme il pouvait y avoir dans le premier. Mais ça reste voilà, la qualité d'un défaut, puisque ça n'entache pas Furiosa et ça lui donne même une qualité autre. Alors c'est vrai que j'ai préféré Fury Road, mais c'est un film qui s'inscrit vraiment très très bien dans cette legacy, et qui est aussi doté, et ça c'est important, d'un casting qui fait vraiment
qui fait le taf. On va y revenir, mais qui fait bien le taf. Je vais relire un petit peu vos messages. Bonjour, bonsoir. Perso, j'ai bien aimé, même si je suis pas un gros fan des films Mad Max, j'ai préféré Fury Road quand même, mais j'ai trouvé les acteurs excellents. L'histoire est prenante et ça mérite d'être vu sur grand écran. Bémol sur certains FX, certains dialogues et sur le rythme à un moment du film, bah, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que le rythme a tendance un petit peu à baisser par moment. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a des petites baisses de rythme dans le film, mais pas forcément sur des moments de dialogue ou d'apprentissage de la narration ou de choses comme ça, mais plus sur parfois des scènes d'action un peu à rallonge. Et comme il y a un abus d'effets spéciaux, ça peut être un tant soit peu des segments longuets. T'as pas du tout la maestria, je trouve, de Fury Road dans les séquences d'action, de course-poursuite, etc. Et comme tu ne retrouves pas ça, bah, c'est un peu plus difficile derrière d'être constamment dans l'histoire. Alors c'est sur quelques points, hein, ça c'est pas sur toutes les scènes évidemment, parce que ça garde encore une fois un côté esthétique intéressant, et puis quelques phases assez glauques, on va pas se mentir, ça c'était aussi le propre de Fury Road, mais je suis assez d'accord. Ouais. Pour moi, je trouve que ce film est un peu, entre guillemets, le Rogue One de Mad Max, dans le sens où c'est un film où on n'avait pas besoin à la base, mais qui est à la fois de qualité, respecté, enrichi et cohérent avec la licence. Totalement aussi, ouais, effectivement. Copain, copine, mais c'est un moyen Comment ça, de mon c'est ça flaco? Exactement. Ok, Ah bah bon, attends, mon super, flaco, super. faut que je te mette ça, parce que toi, ça y est, tu vas enfin pouvoir t'en servir. Vous êtes des fumiers! Chantal. Chantal. Celle-là, elle est pour toi, mon flaco. À utiliser évidemment avec parcimonie, mais elle est pour toi. Mais oui, je suis assez d'accord avec le côté origin story. Alors, à ceci près que c'est vrai que Rogue One était un spin-off sur la saga Star Wars. Dans son ensemble, avec des nouveaux protagonistes, etc. Pour moi, il y avait vraiment le côté spin-off somptueux. Là, celui-là, certes, c'est aussi un spin-off, Mad Max Saga, hein, c'est pas une suite ou voilà, mais il est tellement inclus dans les personnages principaux de Fury Road, notamment effectivement Furiosa, mais on voit aussi Immortan Joe ou autre, que je comprends l'idée de le placer comme un Rogue One, je pense que tu as raison, mais moi, pour t'expliquer, je le vois un peu au-dessus, pas dans la qualité, mais dans le côté origin story un petit peu indispensable, c'est-à-dire en gros, Rogue One, c'est un film qui est brillant, mais tu peux voir tous les Star Wars, si t'as pas vu Rogue One, tu vas comprendre. Celui-là, il y a énormément, il est tellement fourni qu'il est plus indispensable à la saga que Rogue One l'était. Alors, je dis pas, Rogue One, pour un cinéphile, est un film pour moi indispensable à voir au moins une fois hein, pour le cinéma de Gareth Edwards. Mais je trouve celui-là tellement... Bah, tu as quand même des configurations au niveau du personnage où tu comprends toute sa haine, sa vengeance, son empathie aussi pour certaines personnes. Tu découvres aussi, voilà, c'est un peu dans le non-dit, mais ses premières marques d'affection, de confiance vis-à-vis d'autres personnes, etc. Et tu le vois dès l'enfance. Vraiment dès l'enfance, avec des segments très très durs. C'est aussi ce que je voulais dire. Il y a des scènes dans Furiosa qui est peut-être un petit peu moins violent, un peu moins gore que le premier, mais qui pourtant sont excessivement glauques et qui ramènent à tout ce côté difficile que le personnage a pu traverser, à ce chemin de croix qui mène à une vengeance absolue, notamment dans une des dernières séquences du film. C'est pas un spoil parce que je donnerai pas évidemment le final, mais l'une des dernières séquences que j'ai énormément appréciée, qui est un face-à-face entre Chris Hemsworth et donc Anya Taylor-Joy, où on parle justement de cette vengeance, du poids de cette vengeance, etc., de quelque chose qui finalement ne part jamais, de la précarité de certaines choses. Il y a un travail de fond derrière qui est hyper intéressant sur ce personnage-là. Et je le trouve très, 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 très important. Mais le parallèle est bon avec Rogue One, parce qu'on est dans un spin-off utile, très cohérent vis-à-vis de tout ce qui se passe, parce que c'est vraiment un travail de précision pour l'inclure à ce qu'était Fury Road, et faire en sorte que le spectateur s'y retrouve, mais qu'en même temps que ce soit hyper fidèle et tout à fait raccord avec les événements, alors pas passés, mais les événements passés pour nous 2014, mais futurs dans la licence. C'est un travail de précision qui est très fort, ouais. Je trouve que c'est l'une des meilleures que j'ai pu voir. Oui, pour moi, c'est un exemple, que ce soit dans l'enrichissement d'un univers, encore une fois, avec les nouvelles villes, les nouveaux costumes, le détail voilà, encore une fois, le détail des voitures, etc., de tout ce qui va permettre un petit peu d'enrichir les Wastelands et la licence. C'est un travail de précision qui est une leçon. Pareil pour l'origin story de Furiosa, c'est une leçon. On parle de la prestance des acteurs. Anya Taylor-Joy, pour être honnête, doit avoir 30 lignes de dialogue. À peu près.
ce qu'elle réussit à proposer dans le regard, tout ou presque se joue dans la gestuelle et le regard avec elle, clairement. Tout ce qu'elle arrive à proposer dans la gestuelle et dans le regard, il est fort sur 3 points. Le premier, c'est qu'il est complètement en phase avec la gamine du début et Charlize Theron, et ça, il faut le faire quand même. Enfin, je veux dire, être capable d'avoir 3 actrices qui jouent le même rôle et avoir les mêmes mimiques, la même gestuelle, la même façon de regarder, la même haine dans le regard, ces choses, c'est quand même costaud. Parce que Charlize Theron, c'est une actrice, hein, donc remarcher derrière ses pas, fallait le faire. Elle est capable de jouer justement sans dialogue, donc tout passe dans la gestuelle et le regard, et là, effectivement, bah, c'est d'autant plus dur pour un comédien. On est souvent de la part des comédiens que une grande phrase grandiloquente, un super truc, machin, etc., c'est une performance extraordinaire. Le non-dit, c'est pour moi c'est encore plus difficile. Hein. L'absence de dialogue et tout faire passer par les émotions, les choses comme ça, c'est très très fort. Donc moi j'ai trouvé qu'elle était hyper pertinente là-dessus, vraiment. Et dernier point, sa capacité à jouer avec les autres. J'en parlais, Chris Hemsworth. Le duo avec Chris Hemsworth est vraiment très bon. Assez peu finalement, parce que c'est plutôt la gamine qui est avec lui, assez peu finalement de temps de présence entre Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, mais ils le font très bien, pardon. C'est instinctif. Et ça, la capacité de jouer au jeu, de résoudre aussi, bah, évidemment, d'une bonne direction d'acteur. Et la direction d'acteur de George Miller, elle est assez impeccable. Alors, certes, Tom Hardy, voilà, c'était un max qui était intéressant sans être extraordinaire. Hein. Je veux dire, il y a des performances de Tom Hardy autrement supérieures, mais il faut reconnaître que pour moi, le personnage principal de Fury Road, c'était Furiosa. C'était pas tant que ça Mad Max. Et Charlize Theron avait quand même une prestance folle. Donc, Rogue One en mode la fin se passe quelques temps avant le film original, mais Furiosa c'est le deuxième personnage principal de toute cette saga. Tu vas pas dire que Rogue One c'est aussi important que ça, je dirais plutôt que c'est Furiosa, c'est la prélogie. Bah ouais, c'est un peu ce que je disais, Mike, ouais. Moi je vois un peu ça comme ça. Après, Rogue One est un film brillant. Hein. Quoique je pense qu'on sera à peu près tous d'accord là-dessus. Mais oui, il y a ce côté aussi qui le rapproche de Rogue One, que la fin est assez rapprochée de ce qui va se passer par la suite dans Fury Road. J'ai trouvé malin un procédé utilisé dans ce film, je spoil pas, vous inquiétez pas, qui permet de faire un lien indirect avec Max de Fury Road, et ça permet de créer un lien qu'on ne connaissait pas entre les deux personnages, et donc de développer leur relation. Donc bravo, c'est fort de réussir à enrichir la relation de ces deux personnages via ce film. Oui, surtout que c'est assez inattendu, et c'est expéditif, mais j'en parlais justement dans le sens petite référence plus que bienvenue, même au détail de la voiture, hein, par exemple. On a un détail qui est quand même assez bien vu là-dessus. Et pour parler justement de la prestance des personnages, puisque beaucoup me le demandaient, je sais pas si Pritch est encore là, j'ai trouvé Anya Taylor-Joy impeccable, j'ai trouvé Chris Hemsworth bluffant. Vraiment bluffant. Je crois pas l'avoir déjà vu en antagoniste. Je l'avais vu tenter diverses percées un peu différentes de ce qu'il peut faire d'habitude, mais c'était beaucoup quand il était jeune, la cabane dans les bois notamment. Mais là, en antagoniste complètement fou, alors lui aussi, il est complètement, on le sent complètement désabusé, tiraillé, meneur d'hommes déchu avant l'heure, et puis voilà, qui a un certain savoir-faire pour certaines choses, mais qui est complètement dépassé par les événements par d'autres, et qui est lui aussi un peu endoctriné par la haine, même si c'est peut-être pas forcément... Enfin, moi, je l'ai pas considéré comme... C'est quelqu'un qui a basculé, mais qui, je pense, n'était pas un antagoniste né. Et ça, on le voit, et c'est ça qui est très fort chez Chris Hemsworth, c'est que quand il te parle un petit peu de son vécu, et quand tu vas un peu plus loin dans le personnage, tu te rends compte, même si tu n'as pas vu ses côtés positifs, que c'est pas forcément quelqu'un qui n'avait que du mal en lui avant. En tout cas, je pense pas. Et alors par contre, il est complètement fou dans le film, il le joue excessivement bien, il est grimé, hein, barbe, cheveux, nez, enfin voilà, il est reconnaissable parce que nous, évidemment, Chris Hemsworth, c'est quelqu'un d'assez emblématique. Je suis allé avec certains, j'y suis allé avec des potes hier, et certains, voilà, se disaient, putain, heureusement que je savais que c'était lui, parce que assez méconnaissable, mais pour moi, c'est un gros point fort du film. Le voir aller vers un antagoniste, c'est sympa, mais savoir qu'il se lâche et qu'il est convaincant. Ah, il est
Pour moi, de mon point de vue, c'est celui qui se marie le mieux à Fury Road. De tous les personnages. Anya Taylor-Joy, évidemment, est impeccable et elle refait un peu ce qu'avait fait Charlize Theron sur la fin, parce qu'on retrouve le même personnage, donc elle s'inclut très bien à la saga, mais en même temps, elle peut reprendre des thèmes qui avaient déjà été proposés par Charlize Theron. Chris Hemsworth, c'est nouveau, et il a une espèce de wasteland attitude parfaite. Voilà, du gringo leader complètement fou qui vit dans cette espèce de truc complètement désertique et dur et violent. En fait, c'est quelqu'un qui a appris à être dur et violent parce que dans un univers dur et violent, il faut le devenir. Et il est complètement bradzingue. Le mec, il se fait tirer dessus, il mord de rire. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça où tu sens qu'il aime le danger, mais en même temps, il garde un côté très humain, presque second degré. Enfin, il se marie très très bien à cette espèce d'humour malgré lui et de situations un peu loufoques, punchline hyper dur. Par contre, quand il y a des séquences glauques et qu'il faut être dur, il est capable de l'être. Et là, tu rigoles plus du tout. Parce que là, tu retrouves un antagoniste où vraiment il y a quelque chose d'assez angoissant chez lui. Moi, je l'ai trouvé très fort. Et preuve que voilà, il y en a des acteurs comme ça où on se dirait, ah tiens, je sais pas trop, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, je sais pas. Bah lui, la preuve en est que oui, il est capable de faire le métier, il est largement capable de faire le travail. Et ça te donne juste une envie ensuite, bah, c'est de faire en sorte de le voir dans d'autres prestations. Le voir dans d'autres prestations, dans d'autres performances, et puis voilà, s'éclater parce que tu sens qu'il s'éclate. La plupart des acteurs, de toute façon, tu sens qu'ils s'éclatent. Que ce soit les personnages de Fury Road qu'on retrouve ici ou les nouveaux, tu sens vraiment qu'ils s'éclatent. J'ai pas vu Fury Road, tu penses que je peux comprendre le film en voyant Furiosa avant? Ah bah Furiosa, c'est une origin story, donc oui, tu vas voir Furiosa et ensuite tu vois Fury Road, oui, tu seras pas plus largué que si tu commences par Fury Road. Donc non, il n'y a pas de problème. Et ben, t'auras des contextes, après tu verras plusieurs références, plusieurs thématiques, etc., qui te donneront un contexte pour une meilleure compréhension de Fury Road. Donc oui, tu peux. Puis tu te gardes, entre guillemets, le meilleur pour la fin, parce qu'effectivement, dans les points que j'ai trouvé un peu plus négatifs dans le film, ça joue beaucoup sur, et il l'avait dit, il avait prévenu qu'il y aurait beaucoup d'effets spéciaux, ça se joue beaucoup sur quelques plans un petit peu hésitants, notamment dans l'action et dans la mise en scène. Je pense par exemple à... Je dirais pas qu'il va caricaturer ce qu'il faisait déjà avant, mais il sait que ce qu'il faisait déjà avant, ça marche, donc il a tendance à remettre énormément d'effets de style. Par exemple, la caméra qui est à un endroit et qui va... la voiture fonce sur la caméra et la caméra s'arrête pile au moment du visage du gars qui est en train de conduire, puis ensuite soit la voiture va freiner, soit c'est la caméra qui s'en va, et donc du coup on repart sur un plan large alors qu'il y a eu le zoom extrême. C'est des choses qu'ils savaient bien faire dans le premier, qui sont un peu moins bien réussies dans celui-là, parce que peut-être un peu forcés. Il y a beaucoup quand même d'effets spéciaux qui rendent les plans assez laids, assez fond vert par moment. Ça peut aller de la séquence de course-poursuite où tu te dis merde, putain, Fury Road, c'était quasiment tout en cascade, c'était génial parce que c'était un Eldorado de fraîcheur à l'époque du tout CGI. Et là, tu te dis merde, c'est chiant de voir des courses-poursuites comme ça parce que ça les rend assez vilaines. Et puis des fois aussi, malheureusement, t'as des plans de personnages qui sont en image de synthèse ou qui sont mal incrustés. Voilà, il y a un personnage, un Warboy nain, lui, il est très mal incrusté au plan et c'est vrai que ça pique énormément les yeux. Les chiens. Il y a beaucoup de chiens, il y a certains clans qui ont des chiens, les chiens sont en image de synthèse. Ça a tendance, moi, à me refroidir, quoi, de la part d'un mec. Je spoil rien, parce que c'est pas un spoil, mais j'ai trouvé ça très drôle. Dans le générique de fin de Furiosa, on retrouve certains extraits du film Fury Road. Bon, ça vous spoil rien, parce que je vous dis pas lesquels, de toute façon. Mais il y a quelques extraits du film Fury Road. Je trouve ça très drôle d'avoir mis des extraits de Fury Road, où je me suis quand même dit à la fin... C'est marrant de nous rappeler, en fait, que c'était mieux avant. C'est con, mais vrai. J'ai vu les séquences d'action, des trucs, des machins, et je me suis dit, ah bah ouais, vraiment, il y a un gap. Genre, t'as tout ton film où il y a beaucoup d'extraits en CGI, machin, et où t'as un peu tendance à te dire, ah merde, fais chier. Et puis après, t'as le générique où tu vois les séquences d'action du film Fury Road, et où tu te dis, ah bah ouais, en fait, ça semble... Enfin, Fury Road, et quelque part, ça, c'est pas un défaut. Fury Road était vachement plus borderline. Parce que c'était du jamais vu à l'époque, ou presque un truc dans ce genre-là. Et parce que, je regardais
Il y a une musique, c'est Verdi's Requiem, je me souviens plus, faudrait que vous regardiez, mais où t'as un mec dans une séquence nocturne où il tire sur tout ce qui bouge, je crois que c'est un Borg, je crois que c'est sur Verdi's Requiem. La séquence est majestueuse où le guitariste, avec les flammes de Fury Road, là, sur l'espèce de camion qui joue de la guitare pendant que les autres arrivent, la séquence incroyable comment dire, de la tempête et tout. Enfin, je trouvais que c'était mieux maîtrisé, mieux réalisé et mieux foutu dans Fury Road. Et il se trouve que comme ils mettent pas mal d'extraits de Fury Road dans le générique, t'as tendance à te dire ah ouais merde. Tu vois d'autant plus le gap avec les images de synthèse. C'est ce qui va un peu freiner. Moi, je trouve que le fond est excellent, la forme est bien moins percutante que Fury Road. Alors là, encore une fois, c'est pas la qualité d'un défaut. Je pense que Furiosa est fait pour être un peu plus contemplatif, pas pour le film, mais contemplatif sur l'histoire de Furiosa. C'est une origin story, donc on va beaucoup plus s'inclure aussi sur des moments de dialogue, de discussion, sur ses états d'âme, sur la manière dont elle ressent les choses, sur la manière dont elle gravite autour des personnages, sur la manière d'enrichir tout cet univers avec plein de nouveaux endroits, etc. Forcément, ça te fait perdre un peu en côté ultra borderline. Fury Road pouvait se permettre d'être borderline as fuck. Tu sens que Furiosa, par moment, essaie de le faire. Exemple du Warboy nain, mais ça sert à rien. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas ce truc qui fait la différence, parce que globalement, c'est le temps d'une péripétie. Donc ça change un petit peu du tout au tout. Il y a des personnages qui ont de la saveur. Exemple Chris Hemsworth. Beaucoup d'autres personnages qui sont un petit peu autour de l'histoire. Costumes, décors, accessoires, gueule balafrée, machin. Il y a tout ce qu'il faut. Mais on n'a pas un traitement de personnage incroyable, comme par exemple pouvait l'être le Warboy de Nicolas Hoult, que j'avais bien aimé. Parmi les personnages secondaires de Fury Road, Nicolas Hoult, je le trouvais vachement intéressant. Là, on n'a pas vraiment dans ce film-là un personnage secondaire qui a un petit peu son écriture à lui, à côté, qui va... C'est normal, c'est centré sur Furiosa et 2 ou 3 personnages autour sans plus. Mais ça aurait été bien, tu vois, sur certains personnages qu'il y a dans le film, qu'on les travaille un petit peu plus en profondeur, malgré tout. Mais c'est pas un défaut, je peux comprendre qu'il soit axé sur Furiosa, c'est normal, c'est son origin story. Les plans de la tempête sont devenus cultes, tu penses qu'une scène dans Furiosa égale... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a quelques séquences qui sont bien foutues dans Furiosa, vraiment. Hein. Moi, il y a une séquence que j'ai trouvée très forte et très glauque. C'est une séquence qui inclut Chris Hemsworth, la mère de Furiosa et Furiosa. Hein. Pour ceux qui ont vu le film, vous verrez ce que je veux en dire. Il y a une séquence aussi où Furiosa, bon, c'est pas un spoil. Furiosa, regardez sur la photo, elle a un bras mécanique. La séquence, par exemple, où Furiosa va perdre son bras et donc du coup, c'est la raison qui fait qu'elle a un bras. Cette séquence-là est plutôt intéressante aussi, dans le visuel, la mise en scène. C'est un film qui a toujours une grosse richesse visuelle dans la photographie, dans l'utilisation, dans l'utilisation de la couleur, de l'image, des transitions aussi de la journée au soir, etc. La séquence du fumigène aussi, oui, il y a une séquence avec un fumigène rouge où là tu travailles énormément sur les ralentis, la couleur, les personnages à travers. Moi, je sais pas ce que ça m'a fait penser, Mike, un petit peu, et c'est plutôt positif, à ce qu'avait fait Kong Skull Island dans la scène des fumigènes verts, où t'as Tom Hiddleston dans un ralenti, tu vois, qui va découper des créatures dans Kong Skull Island, qui était une scène qui était plutôt très propre visuellement. Kong Skull Island, on peut dire ce qu'on veut du film, c'est un film qui visuellement est très 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 chiadé. Là, c'est un peu le même délire dans cette scène-là. Et ouais, moi, je trouve que c'est un film qui visuellement garde sa créativité. C'est une évidence. L'excès d'effets spéciaux où à un moment, tu te dis, il y en a plus que de séquences normales et c'est chiant, te fait te dire que chaque séquence où il y a des vraies motos, des vraies voitures, des vraies séquences de course-poursuite sont cool, ça fait trop du bien, mais alors le gap avec Fury Road est énorme. Et alors il faudrait savoir pourquoi justement il l'a pas fait. Est-ce que c'était une volonté, une question de budget, l'envie aussi de s'amuser avec des images de synthèse moins se prendre la tête? Faudrait savoir pourquoi il a pas repris ça. Petit hors-sujet, figure-toi que je suis sur un groupe Discord, je te suivais à l'époque sur YouTube, sur les morts le et le ciné, et sur le groupe Discord, dessus, je papotais avec une nana super sympa, ta cousine et ma reine. Ta cousine et ma reine, c'est ouf comme le monde est petit.
Ta cousine est marraine. Alors attends. Je vous... Ouais. Ouais, c'est ouf. Elle est... Ah bah oui, mais oui, non mais si, c'est possible. Je peux pas... Alors, est-ce qu'elle t'a donné son prénom ou pas? Parce que je veux dire, bah, je vois pas comment tu pourrais inventer ce truc-là. Mais je sais que, ouais, ma cousine et tous mes cousins, ma tante et tout. Bah ouais, Marjorie. Ah putain, mais oui, donc c'est elle. Mais let's go, c'est trop bien. Ouais, Marjorie, bien sûr, ouais. Bah oui, bah Marjorie, Emily, Corentin et toute la famille, c'est des fans hardcore de Walking Dead. Let's go, let's go. Bah, tu lui fais un super salut sur Discord. Un gros bisou si jamais t'as l'occasion de rediscuter un peu. Mais ah putain, bah elle est là. T'es pas, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, ça va partir sur un sujet Walking Dead en mode bon bah écoutez, on va être honnête, les dernières saisons sont pas oufissimes, mais bon. Mais putain, c'est trop bien. Mais oui, mais ouais, le monde est vraiment petit de zinzin, hein. Le monde est vraiment petit de ouf. J'en parlais en plus. Cette espèce de Corentin qui est au Brésil, là, qui me met les boules de ouf parce que depuis le temps que j'ai envie d'aller en Amérique du Sud et lui là-bas, il se régale. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah, on sait jamais. C'est quoi, Marjorie? Peut-être qu'un jour, par miracle, on sait jamais. Bon, on regardera les spin-offs de Walking Dead au Brésil avec Corentin. Et alors là, ce serait une vie qui mérite d'être vécue quand même. Mais putain, c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Mais comme quoi, la vie, tu vois. Mais ouais, bah, j'en ai parlé pendant des années de Walking Dead. Alors, j'en peux plus. J'en ai tellement trop parlé. Et puis, la série m'a tellement déçu sur les dernières saisons que malheureusement, pour moi, ça a été un peu un calvaire. Pour moi, Walking Dead, ça s'arrête saison 9, le premier départ de Rick. J'ai pas suivi à partir de la saison 11-12 parce que vraiment, c'était... Non, 11. Je crois qu'ils se sont arrêtés à la 11, c'est pour dire si je me rappelle plus. J'ai arrêté... Ouais, j'ai dû arrêter à la moitié de la 11. J'ai pas vu la fin. Mais trop bien. C'est génial, c'est génial. Mais j'espère que tu vas bien, Marjorie, en tout cas. Que tout le monde va bien, hein, Émilie, Coco, et puis les parents, bien sûr. Mais ouais, bah ouais, moi j'ai beaucoup vécu de YouTube, et maintenant, bah, Twitch est mon métier principal. Donc j'en vis, enfin, c'est hyper cool parce que bah, j'ai la chance d'en vivre, de parler voilà, de Mad Max, de parler de tout un tas de films, cinéma, séries, et puis de faire pas mal de gaming, musique, sport. On parle beaucoup de sport aussi avec le NBA et puis tout le reste. Et, puis non, vraiment, le monde est petit, quoi. Le monde est petit. Je suivais justement ta dernière vidéo, t'inquiète, je comprends. Mais ce que j'ai toujours adoré chez toi, c'est ta passion. Lâche rien, merci beaucoup. Bah, j'essaye, hein, sur la plupart des films que je peux voir, même sur du Mad Max ou autre. Et c'est l'un des vraiment des gros points que je vais essayer de faire là, bah, de beaucoup plus travailler dans l'audiovisuel maintenant que j'ai des films docu qui sont passés au cinéma, de faire ça pour la boxe notamment parce que bon bah j'ai réalisé un petit documentaire là pour la boxe il y a peu, donc continuer là-dedans et pourquoi pas, bah, j'ai monté une petite école de ciné ou être prof de ciné, j'adorerais ça. Donc ça va commencer, j'espère. Si j'ai l'occasion d'intégrer un collège, ça va commencer dans les collèges parce que j'aimerais bien, en plus de Twitch, je pourrais vivre de Twitch, mais j'ai envie d'avoir plusieurs trucs. Enfin, j'ai envie déjà de Twitch, je pourrais me contenter de ça, mais j'ai envie d'avoir plus de trucs sur mon CV. Donc là, dans l'idée, ce que j'aimerais, bah, c'est intégrer un collège en tant que surveillant, mais pas vraiment pour être surveillant, pour monter un club de ciné dans le collège et gagner un petit peu de gap sur le CV, tu vois, parce que ça, c'est des choses intéressantes. Je vais coacher une équipe du 15 en basket, donc pareil, ça c'est intéressant, tu vois. Et puis bah, le jour où je décide de partir vivre aux États-Unis, parce que bon, bah, c'est quand même mon objectif principal, bah, ça je sais que les ricains, ils vont regarder, ils vont se dire t'as de la compétence, t'as des trucs, donc ça nous intéresse. Si à terme je pouvais être prof de ciné aux USA, je pense que je peux, vraiment, je peux mourir heureux. J'attendrai un deuxième sac des Denver Nuggets, évidemment, parce que sinon c'est relou, mais vraiment, ce serait le kiff ultime, quoi. Mais pour l'instant, on vit de Twitch et on a beaucoup de chance de vivre de Twitch et tout se passe bien. Et puis on a l'occasion de parler de Mad Max et tout, donc c'est très cool. Merci mon Moyen 2077 qui offre le sub à Marjorie 230. Abonnement déjà offert par 2077. Merci beaucoup. Mais vraiment, bah, ça fait trop plaisir, Marjorie. C'est trop cool. Faudrait, je sais pas si t'es toujours dans le même coin, hein, mais la prochaine fois que j'y passe ou autre, ou même à l'occasion, qu'on essaie de se capter pour. Bah, parce que ça fait genre peut-être 10 ans maintenant, j'imagine, à peine à peu près, donc ce serait bien. Mais ouais, ouais, le monde est vraiment petit. Genre, t'es sur un Discord qui parle de Walking Dead, et puis bah forcément, bah, le blaze est cité, puis tu dis putain, mais en fait c'est mon cousin, c'est mon cousin. Ça a un délire, c'est trop bien. Et merci même pas peur pour le resub, pour la science.
Le 15e mois, évidemment. Tiens, Rowan, ça va te plaire, ça. Regarde ce que j'ai là, une nouvelle petite emote du GG, c'est l'emote du péché. Maintenant, tu peux dire GG avec Johnny Sins en avocat, et ça, c'est pas piquer des verres. Rowan, maintenant, tu vas vouloir me la piquer, celle-là, je pense. Désolé pour le hors-sujet. Non, mais t'as bien fait, parce qu'en vrai, c'est tellement drôle. Quand j'ai vu que tu parlais de Twitch dans ta vidéo, et le fait que j'ai papoté avec Mariam, on a bien rigolé, c'est fort. Ah ouais, non, mais c'est très drôle. En vrai, c'est drôle. Mais comme quoi, ouais, le monde est petit, hein. Le monde est petit. Où est-ce qu'on en était? Bah, sur l'abus des CGI, ouais, c'est chiant. C'est un peu comme la biche dans Walking Dead saison 7, c'est mieux quand c'est fait pour de vrai. Voilà, c'était l'incrustation qui était horrible. Ça, le fond vert derrière Rick, là, dans la décharge, j'en ai encore des mauvais souvenirs. Mais, ouais, non, c'est une question, en fait, de savoir-faire. C'est-à-dire que, pour un film comme ça, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire, le film est très réussi sur le fond, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus occulter l'idée que George Miller est quelqu'un qui a une patte artistique, qu'on retrouve, mais qui a une patte artistique bien à lui. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Ou presque. Ils sont très peu à avoir tenté des choses dans ce domaine-là, d'un point de vue visuel, richesse esthétique, photographie, ça c'est hyper chaud, les corps qui suintent, etc. Les plans proches des corps, on le ressent ça encore, cette chaleur omniprésente. Enfin, il n'y a rien de propre là-dedans. Et encore, si au début du film, dans cette espèce de section où on découvre Furiosa, qui est un lieu, je sais plus comment ils appellent ça, mais un lieu d'abondance. Donc forcément, là, on sait aussi qu'il est capable de se marier à la couleur, etc., de faire des choses très intéressantes. Je pense que s'il fait une version black and chrome comme il avait fait pour Fury Road, ça peut être hyper sympa à voir aussi sur certaines scènes. Mais quand tu as un savoir-faire, là, tu te poses la question derrière. Tu te poses un peu la question du... pourquoi, en fait, avoir pris cette idée de tout CGI, quelle était l'idée derrière, est-ce que tu as juste voulu te faire plaisir, déficit de budget ou autre, et c'est des questions que tu peux te permettre de te poser. Par contre, tu sens encore par moment, par quelques bribes par-ci par-là, le savoir-faire du mec qui est capable de te faire des plans, notamment des plans d'ensemble. Je trouve qu'il y a des plans larges sur l'ensemble des décors ou sur des arrivées de convois, etc., qui sont fabuleux. Ça, ouais, tu ressens la chaleur, tu ressens le désert. Sur la Fury Road, il n'y a pas beaucoup de séquences où ils sont sur cette espèce de route gigantesque, mais là où ils y sont, où tu vois les courses-poursuites là-dessus qui sont beaucoup plus fortes, réelles, là, ouais, tu ressens encore une fois que le mec a un savoir-faire, c'est un savoir-faire qui est quand même assez énorme. Je reswitch de sujet, désolé. Pour le coup, j'ai trouvé la justification de la perte de son bras un peu simple et décevante. Je suis embêté car pour moi, la justification était toute trouvée. Indice sans rien dire, mais toi, tu vas comprendre. Tatouage, pourquoi ne pas avoir exploité ça? Dommage. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, oui. Oui, c'est vrai que ça aurait pu. C'est vrai que ça aurait pu. Après, moi, j'ai bien aimé dans le sens où ça montrait encore plus la cruauté de Chris Hemsworth. Notamment sur le lien, tu vois, par exemple, attaché sur un bras, et il y a un de ses vassals, tu vois, qui l'accroche, et l'autre lui dit non, pas sur ce bras-là, t'es un ouf, fais-le sur l'autre, attends, tu t'es ramolli ou quoi? J'aime bien pour montrer le côté un peu plus cruel du truc. Ce qui m'a déçu dans ces sets-là, c'est justement la fate du personnage qui a accompagné Furiosa. Tu pars avec un sentiment d'inachevé qui est quand même incroyable, et c'est le seul bémol que j'ai en termes d'acting et de narration. Le personnage avec qui Furiosa va énormément travailler, avec qui elle va beaucoup se rapprocher, on se doute que c'est une personne, voilà, pour qui ils ont un attachement mutuel. Alors non seulement je trouve qu'il est trop peu écrit, assez... je le trouve assez en dilettante dans sa narration. Voilà, c'est vrai on aurait dû plus s'inclure là-dessus, quitte à rajouter un petit peu de texte ou des séquences un petit peu fortes. Et alors surtout, l'acteur manque énormément de charisme. Lui, pour le coup, il n'a pas ce côté Fury Road. Il n'a pas ce côté impactant comme peuvent avoir tous les personnages où ils sont bigger than life. C'est que des personnages qui débordent de partout. Parce qu'effectivement, dans un monde comme ça, ultra cruel, violent, etc., tu peux avoir encore des personnages qui ont des bribes d'humanité, mais il faut le jouer avec une précision pour osciller entre toujours ça et la haine et le... Exemple, on parlait de Walking Dead, Negan. Voilà, Negan avait ça. Jeffrey Dean Morgan était capable de toujours basculer entre
une certaine forme d'humanité, de tristesse et de tendresse par moment, mais tout de suite rebasculer derrière sur l'horreur, le foutage de gueule, les trucs et tout, et un charisme énorme. Et c'est ça, lui, dans les Wasteland, il aurait été fabuleux, Negan, parce que c'est typiquement le genre de mec qui peut embrasser ce truc-là. Là, lui, je l'ai trouvé beaucoup trop tendre, pas assez écrit, et j'ai trouvé que l'acteur était en dessous du personnage. Vraiment, j'ai trouvé que l'acteur était en dessous du personnage. Donc, son final a un énorme goût d'inachevé. Parce que quand bien même on passe du coq à l'âne ensuite, et puis que elle finit par se barrer en moto, machin, et tu te dis, bah c'est fini, oui, surtout ça. Ah d'accord, bon bah très bien. Je me suis posé la question de, ouais, c'est cool, mais il n'y a pas de dénouement à ce truc-là. Bon bah non, visiblement non, bah très bien. Ok, Kit Harington. Ah ouais, non, mais vraiment, oui, Kit Harington, c'est pareil. Le personnage est super, mais quand tu regardes l'acteur, c'est dur, quoi. Bah, surtout quand t'as Nikolai Coster-Waldau à côté. Là, c'est vrai que putain, t'as quand même Chris Hemsworth à côté, donc c'est différent, quoi. Et merci, mon Renaud, pour le raid. Comment ça s'est passé, mon Renaud, cette grosse journée de stream, j'ai l'impression, là. Sur X Défiante. C'est le nouveau Ubisoft, il me semble. Un peu à la... C'est de la R&D version Ubisoft. Alors, j'espère que t'auras pas de bug. C'est un jeu Ubisoft, ça gâcherait le plaisir, mais j'ai jamais compris pourquoi Jeffrey Dean Morgan n'a jamais eu d'Emmy pour son rôle de Negan. Walking Dead s'est toujours fait enfler. Hein. Je veux dire, la saison 5 notamment, Andrew Lincoln, c'est un scandale qu'il n'ait pas de nomination. Le mec, il a une portée dans la saison 5 qui est au-dessus du soleil. Les 2-3 premières saisons de Walking Dead méritent d'être nommées dans les catégories dramatiques sans aucun problème. La 3, la 4, la 5, ça mériterait. Peut-être pas la 4. J'aurais dit 2, 3, 5. Au moins les 2, 3, 5, ouais. Meilleure mini-série, t'aurais pu mettre la une, avec 6 épisodes. Enfin, c'est un constat, hein. Mais ouais, non, je pense que eux, effectivement, ça fait partie des grandes énigmes qu'ils n'aient pas réussi d'avoir de nomination quand tu vois la minutie avec laquelle ils avaient adapté le truc, la manière dont Darabon puis les autres réussissaient à apporter un petit peu de leur patte, et puis la prestance des personnages, quand même, tu vois, du Andrew Lincoln et tout, c'est quand même assez impressionnant. Donc là, ouais, c'est vrai que sur Furiosa, moi, c'est l'acteur pour lequel j'ai eu un petit peu de mal. Certaines séquences qui durent un petit peu en longueur par moment, que ce soit en dialogue ou que ce soit surtout dans les séquences d'action. Pas la même maestria, je trouve, de réalisation, de mise en scène, et surtout dans les séquences de course-poursuite que pour Fury Road. Maintenant, sur le fond, un film irréprochable. Vraiment irréprochable. Et la précision de cette origin story, le détail, on n'en parle pas assez, je trouve, mais le détail des costumes, le détail des maquillages, costumes, maquillage, décor, la manière dont sont travaillées la mécanique. C'est un film qui est très organique, mécanique malgré tout, parce que non seulement l'apport mécanique est très important, pareil sur l'importance du pétrole, de toutes ces choses-là, la manière dont ils vont travailler et coexister d'une façon extrêmement difficile entre groupes, entre populations, tout ça c'est hyper intéressant. Et ça c'est tellement bien vu en fait pour enrichir le lore. Donc ouais, ça c'est super. C'est super. Et c'est des choses qui font justement d'un spin-off et d'une origin story, spin-off pour enrichir le lore, origin story pour Furiosa, un film qualitatif sur le fond, il n'y a rien à dire. C'est d'un travail technique énorme. Et je le tiens à le répéter, on ne parle pas suffisamment, je trouve, du détail des costumes, des accessoires, des maquillages, qui sont là, pour le coup, sur des films comme ça, un peu orga-mécanique, très 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 fort. Très 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 fort. Et moi, c'est vraiment un point à saluer, hein. Le film est un peu long et ça se voit alors qu'il dure 2 heures, et Dune 2 qui dure 3 heures, je n'ai rien vu. Pareil, Dune 2, pour le coup, Dune 2, ouais, c'est quasiment 3 heures, celui-là c'est 2h28. Hein. Alors on n'est pas sur 2 heures, il y a quand même une demi-heure de plus, on est sur 2h28 de film. Oui, il y a quelques longueurs, effectivement. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que ce n'est presque pas en fait sur l'aspect, ce n'est presque pas sur l'aspect dialogue que moi j'ai trouvé assez intéressant. J'ai trouvé, alors pour le coup, je spoilerai pas, mais pour ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre. Euh, j'ai trouvé euh, l'une des dernières séquences du film
le destin de Chris Hemsworth, pour ne pas spoiler, le destin de Chris Hemsworth, visiblement dans le film, selon les légendes, ça c'est aussi un point intéressant. L'histoire est racontée comme un conte. Quand je disais par exemple qu'il y avait ce côté, on a vraiment l'impression d'être au cœur d'une histoire. Parce que là, effectivement, c'est toute une origin story de son enfance, à ses travers, son vécu, etc. C'est raconté comme un conte, avec une voix off au début et à la fin. C'est assez original, et effectivement, qui dit conte, même conte macabre, dit histoire. On te raconte une histoire. C'est raconté comme une histoire, il y a une certaine touche de poésie. C'est là où je veux en venir. Le film ne manque pas d'une certaine poésie, notamment sur la fin. De tous les destins que la narration nous propose vis-à-vis de Chris Hemsworth, j'ai trouvé que la dernière, qui est techniquement celle qui lui est arrivée, c'est poétique, mais waouh. T'es là, tu fais ah ouais, ok, ouais. Bah là, ouais, la vengeance est un plat qui se mange froid, visiblement sur une longue durée et waouh, de manière assez ardos quand même. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le côté marié. Et ça, Fury Road le faisait déjà, notamment par la présence des personnages féminins. C'est un film qui met de la poésie dans le Wasteland. Et mettre de la poésie dans un endroit et dans un univers où techniquement il n'y en a aucune, c'est très difficile à faire. Surtout avec Furiosa, qui est la personne, a priori, à proprement parler comme ça, la moins poétique du monde. Anya Taylor-Joy, Charlize Theron et compagnie, c'est une froideur, d'une dureté à l'image des paysages, des décors, évidemment. Donc voilà, hein, mais tu as vu le film qui sort au mois de juin de Baker avec Tom Hardy? Non, pas du tout, j'en ai pas entendu parler, non. Il s'appelle comment, Fabien? Mais non, ouais, non, c'est un film que je recommande parce que il a cette, sans avoir la maestria de réalisation et de cascade du premier, il a cette force d'être un film hyper intelligent sur son fond. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Vraiment, hein. Non, les films de 1h30, à part Venom 2, peut-on vraiment appeler ça un film? À part Madame Web et Venom 2, oh, quoique. Madame Web, il était peut-être plus long. Même 1h30 pour Madame Web, de toute façon, c'était trop long. Mais oui, non, les films maintenant durent de plus en plus longtemps. Mais tant mieux, parce qu'à un moment donné, quand c'est des films qui sont intéressants et qui ont de la prestance, bah c'est bien. Faut aussi laisser à l'auteur le temps de raconter une histoire. Pour vous donner une anecdote, la plupart du temps, les films, par exemple, des fois, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, il y a un film, mais 2 heures, 1h45, 1h50, 2 heures, et puis vous voyez une director's cut sortir plus tard de 2h40. Il faut savoir que parfois, les films sont fortement réduits. Ça peut être le dernier Napoléon, par exemple, pour diverses raisons, hein, X ou Y, mais ça peut, par exemple, venir des studios et des sociétés de production qui se disent, si un film dure 2 heures, dans une séance de cinéma, on va pouvoir le mettre 5 fois, c'est-à-dire on le met à 10h, on le met à 13h, on le met à 18h, on le met à 21h, allez, on peut même le mettre à 23h s'il faut, on a même des périodes de latence, et donc du coup, un film de 2 heures, tu peux avoir 4 ou 5 séances, s'il dure 2 heures. Si ton film dure 2h50, certaines sociétés de production se disent « Frérot, t'es gentil avec tes 2h50, mais nous, on va pouvoir le diffuser que 2 ou 3 fois en cinéma. Ça fera moins de thunes. Donc tu raccourcis, s'il te plaît, qu'on puisse... » Et ça, c'est la mort de la créativité. Ça ou autre. Sociétés de production, des fois, qui se disent « On n'est pas d'accord avec ta vision, tes trucs, des machins, on aimerait que tu coupes ça, ça, ça. » Les projections test aussi, où il y a des fois des mecs qui se disent « On va couper ça, 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 parce que je suis pas forcément sûr, ça a moins bien pris que les autres trucs. » Et tu te retrouves avec des films un petit peu amputés. Et souvent des films qui sont bien meilleurs une fois que tu les regardes en longue durée. Ça peut arriver. Maintenant, moi je suis pour le cinéma total, donc c'est-à-dire en gros donner la totale liberté de création à un cinéaste. Et c'est bien plus utile et bien plus agréable et bien plus intéressant quand tu vois à un moment donné que tu as un film de 2h30 ou 3h où le cinéaste a pu mettre l'intégralité de ce qu'il voulait. Et t'as Jurassic World Dominion. Ou globalement, que tu regardes la version courte ou la version longue, bon. Voilà, c'est pas... Non, le pire, c'est que blague à part, Jurassic World Dominion est quand même plus intéressant en version longue. Ça change rien, hein, à partir du moment où ils s'en vont de Malte, le film est nul à chier, mais pour tout ce qu'il y a avant Malte,
C'est quand même vachement plus intéressant, parce que sinon, c'est vraiment... Enfin, c'est très bordélique. Et puis, alors, l'intro de Dominion en version normale, comparée à la version longue, enfin, je comprends même pas qu'ils aient pu se dire... Alors là, c'était autre chose. Pour la petite histoire, Jurassic World Dominion s'est vu amputer le prologue parce qu'Universal voulait faire de l'oseille et a diffusé le prologue qui pouvait être diffusé en tant que tel 1 an avant la sortie du film pour éviter que les gens attendent et pour qu'on se rappelle que le film allait sortir. Allez bien vous faire enculer, évidemment, du côté de chez Universal. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau. On a loupé le prologue au cinéma parce que effectivement, il fallait un petit peu voilà, faire parler de Jurassic World et puis mettre le prologue devant toutes les séances de Fast and Furious. Yes, comme ça au moins les gens qui n'en ont rien à branler de Fast and Furious, ça c'est vrai. Hein. Aux États-Unis, les gens qui n'en avaient rien à foutre de Fast and Furious, eh ben, ils allaient quand même le voir, et ça faisait des entrées parce qu'ils savaient qu'au début du film, t'avais le prologue de Jurassic World Dominion. Voilà, produit marketing, ça fait chier de ouf, mais bon. The Biker. Ah, The Biker, oui, si, ça j'en ai entendu parler avec Austin Butler, etc. Norman Reedus, Tom Hardy, oui, bah ça je vais aller le voir dès que ça sort. Je sais plus si c'est au cinéma ou sur les plateformes, mais oui, ça dès que ça sort, j'y vais. Hein. En tout cas, ouais, non, très bien. Puis je vous dis, tous les parallèles pour remonter à Fury Road, c'est un film, Furiosa, qui est très cohérent avec son univers. Tous les parallèles pour arriver à un moment T sont hyper bien amenés. Donc c'est parfait. Sorti au cinéma le 19 juin. Ah putain, bah let's go. Ouais, ouais, bah ça je vais le voir direct. Ouais, c'est même si je dois bouger sur Sainte ou La Rochelle, j'irai. Hein. Rebel Moon, Justice League, à inverse Oppenheimer et Killers of the Flower Moon ont gardé leur durée et tant mieux. Ah, je crois que Killers of the Flower Moon, ils ont dû se batailler fort, il me semble. Hein. J'ai un doute. J'ai un doute. Mais je crois qu'ils ont dû, eux, ils ont dû batailler sévère. Hein. Oppenheimer, oui, parce que Nolan, il a la carte. Il va nous rester 10 petites minutes. Si vous avez des questions par rapport à Furiosa, des points peut-être que je n'aurais pas soulignés, n'hésitez pas. J'ai peut-être encore 2 ou 3 petits détails à apporter au film. Si vous avez des questions sur le film, des questions que vous vous posez si vous ne l'avez pas vu ou autre, n'hésitez pas, on fait le petit question-réponse de la fin. Chantal. Je savais que mon flaco, il allait kiffer. Si jamais vous aimez la musique, demain et samedi, dimanche, demain et dimanche, Woufoufou, Coupe du Monde, les 64 meilleurs morceaux, 64 de mes morceaux préférés de hip-hop français demain s'affrontent et 64 morceaux de mes meilleurs hip-hop US s'affrontent dimanche. Ce sera les deux à 21h30 et ça commence dès demain avec du Esprit Noir, mon flaco. Moi, je préfère Mad Max Fury Road et Furiosa, franchement, c'est les deux meilleurs que je préfère. Les autres, Big Mac, j'avais pas trop aimé. Ouah, Fabien, je pense que tu écris tes messages en vocal. Sache que, à mon avis, ton T9 n'écrit pas forcément les mêmes choses. Parce que là, je me dis, Mad Max Fury Road et Furiosa, franchement, c'est les meilleurs que je préfère. Je vois pas là où les Big Mac, je vois pas ce qu'ils viennent faire là-dedans. Ta CIN est à jour, tu veux dire ma carte d'identité nationale, toujours mon flaco, évidemment. Je vois des incohérences dans le film, dans les premières séquences de course-poursuite, où les persos secondaires, antagonistes qui enlèvent, tu sais quoi, qui font des choix cons. Ah oui, mais alors c'est pas des incohérences pour moi d'univers. C'est les personnages qui agissent de manière débile. C'est-à-dire, en gros, tu retires une roue en me disant j'ai plus d'essence avec celle-là, mais au moins l'autre pourra pas l'utiliser. Ben oui, mais enfin bon, c'est vrai que si elle est capable de changer une roue, elle va changer une roue, et du coup, bah ouais, elle va te rattraper forcément, mon frérot. Mais on voit que globalement, en fait, c'est rattrapé par la suite, Mike, dans le sens où on apprend que c'est, je sais plus comment il les appelle, c'est des guignols, quoi. Enfin, c'est vraiment des sbires de sous-fifres qui sont là que pour se faire un nom, qui aient des voilà, qui se font marcher dessus par tous les autres. Et c'est la communauté de Chris Hemsworth, donc c'est vous dire. Qui fassent des choix un peu idiots, euh, dérangé. Ouais, j'aime pas les autres Mad Max. Là, les autres trilogies. Ah, ceux avec Mel Gibson. Ah, ceux avec Mel Gibson sont différents, mais très bons aussi. Hein. Moi, je vous les conseille. Je les ai en Blu-ray, je crois, il me semble. Ah, j'ai une bonne question. Je l'ai, Mad Max, non? Je l'ai pas, Mad Max? Si, je dois l'avoir, Mad Max. Si, je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Je sais plus où, mais je dois l'avoir. C'est quoi que j'ai un doute, hein? J'ai un doute. Je l'aurais.
Ah, mais non, mais si, je suis con, je l'ai en steelbook. Je cherchais en fait un coffret. Je le cherchais en coffret, mais j'ai le steelbook des 4 Mad Max. Donc, si, évidemment que je l'ai, ouais, bien sûr. C'était dans le coffret, vous savez, les coffrets en métal avec. Et bonne nuitée, mon Zaldi, merci d'être passé. Après, juste dire qu'ils sont cons pour rectifier des choix débiles, bof, mais oui, en vrai, c'est cohérent dans l'écriture. Ouais, voilà, c'est cohérent dans l'écriture, c'est juste les personnages qui sont idiots, quoi. Qui sont idiots. Mais honnêtement, c'était pas mal parce qu'en moyenne, là, on aurait été une quarantaine ce soir, ce qui est pas si mal parce que je fais le live très tôt. Le film vient de sortir, je sais que j'aurai beaucoup plus de vues là dans la rediffusion, mais on a été plus d'une quarantaine, donc c'était cool. Il y a quand même eu du débat, donc c'est pas mal. Je m'attendais pas à ce qu'on soit autant sur un. D'habitude, vaut mieux attendre un peu que les gens puissent aller le voir, mais décidément, j'avais pas le droit de suivre ce live. Voilà que mon appart tombe en morceaux. Faut appeler le péché. Le péché a-t-il déjà été un bricoleur? Véritable question. Bah, j'espère que ça va s'arranger, Marois. Voir les films Day One. Ouais, moi je préfère. Bah après, ça dépend lesquels. Des fois, t'as juste pas le temps. Hein. Mais moi, c'est vrai que sur un film comme ça, petite avant-première, en plus, en avant-première, tu payes moins cher. C'est quand même mieux. Ils sont appelés les chiens. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, les chiens. Donc du coup, voilà, ça te donne une idée voilà, du niveau d'estime que les autres peuvent avoir pour eux, quoi. J'en ai pas parlé, mais l'enjeu politique est intéressant aussi avec Immortan Joe. L'enjeu politique, le fait de voir des personnages autrement, selon certaines configurations, les conseillers d'Immortan Joe, machin, la manière dont là on voit qu'ils sont absolument intouchables à cette époque-là pour n'importe quel autre type de clan, etc. Et qu'il y a des accords signés entre un tel et un tel. Enfin, moi, dans l'enrichissement culturel du Wasteland, c'est vachement intéressant. J'aurais bien besoin du péché version cuisiniste là tout de suite. La tablette au-dessus de la cuisine vient de se détacher, purement et simplement. Ah merde, ouais. Il a déjà été plombier, tu le sais, hein. Il a été également avocat et astronaute. Le péché de Johnny Sins. Je pense qu'il y a plusieurs cordes à son arc. T'as vu les séismes à Naples? Dis-toi avec l'ami avec qui je vais, on hésitait entre Rome-Florence ou Rome-Naples. C'est quand ton départ déjà, Flaco? Parce qu'en vrai, je me dis, mais j'ai limite l'impression que t'étais déjà censé y être. Mais non, j'ai pas eu l'occasion de voir ça par contre. 27 mai? Ah bah c'est en fin de semaine. Bah t'y vas. C'est quoi, c'est dimanche là? Non, c'est lundi, ouais. Petite semaine tranquille. Petite semaine tranquille. Je vais vous raid chez mon. Ah bah non, je peux pas raid puisque là je suis en live, en rediffusion directe. Donc du coup, je peux pas faire de raid ce soir. Je vais vous faire des bisous. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Rendez-vous demain pour le Woufoufou Coupe du Monde Hip-Hop évidemment FR. La vidéo que je viens de faire dans l'instant T par la présente sera évidemment en rediffusion sur Chantal. YouTube, chaîne secondaire, dès demain 17h. Je vais la télécharger, la programmer, et puis comme ça, au moins demain, elle pourra sortir. Luigi et Nekfeu ont beaucoup de titres. Luigi en a 2, parce que je peux pas en mettre plus. Nekfeu, si tu comptes aussi les feats, les trucs, les machins, ouais, lui, il faut dire qu'il est quand même armé. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir Furiosa, et à la prochaine. Des bisous.